In progress. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette partie, nous allons voir les ETL, qui est la première partie dans un système d'informatique décisionnelle ou Business Intelligence, BI. Nous allons travailler avec la suite SQL Server tout au long de ce processus, c'est-à-dire dans la partie ETL et dans la partie analyse et la partie reporting. Donc, pour la partie ETL, nous allons utiliser l'outil SQL Server Integration Services, qui est en taille de SIS. Cette partie est la partie pratique des ETL. Pour bien suivre cette partie, il est recommandé de voir les vidéos des parties Introduction à l'informatique décisionnelle et la deuxième partie, Conception et modélisation d'un data warehouse. Il suffit juste de scanner les QR codes de chaque partie. Par définition de l'informatique décisionnelle BI, donc le BI pour Business Intelligence est l'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants des entreprises. Elle désigne les moyens, les outils et les méthodes qui permettent de collecter, consolider, modéliser et restituer les données, que ce soit matérielles ou immatérielles. Donc ces données, bien sûr, sont les données d'une entreprise dont le but d'offrir une aide à la décision et de permettre à un décideur d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée. Le processus du BI est représenté comme suit. La première étape est la partie de la collecte de données qui consiste en l'utilisation des outils ETL pour Extraction, Transformation, Loading, pour les collecter et les représenter dans un format unique. Ces données seront stockées dans un entrepôt de données, Data Warehouse, et précisément dans des magasins de données qu'on appelle ou bien qu'on note des data marts. Ces données seront analysées utilisant un serveur OLAP pour Online Analytical Processing. Par la suite, elles seront exploitées sous forme de rapports et des tableaux de bord et elles peuvent même être utilisées par des algorithmes de data mining, fouille de données, pour prendre ou bien pour l'aide à la décision. Le TL, c'est une technologie qui permet à partir de diverses sources de données, des bases de données relationnelles, des bases de données objets, des fichiers plats, c'est-à-dire des fichiers texte, des tableurs, des fichiers de données de type HTML, XML, des ERP, des CRM, ainsi de suite, pour extraire de l'information, de faire des transformations afin de nettoyer les données et de charger ces données, ou bien de charger les données utiles dans un entrepôt de données, ou bien data warehouse. Une panoplie de solutions et éditeurs ETL sont proposés. Il y a des solutions qui sont gratuites et bien sûr d'autres qui sont payantes. Il faut aussi distinguer entre les solutions standalone fonctionnant sur une machine et des solutions qui sont sur le cloud. Les plus puissants sont le TL de SAP, qui utilise le langage de programmation ABAP, le M2SIS, ou bien le 2SIS, SQL Server Integration Services de Microsoft, qui utilise le langage de programmation C# et SQL Server comme moteur de base de données. Talend est aussi très utilisé. Pour les outils recommandés en 2022, ce sont la solution de Microsoft 2SIS, Supermetrics et Evo. Pour notre cas, on va travailler avec le TL de Microsoft SQL Server 2SIS. Nous allons par ailleurs travailler avec, dans toutes les parties, avec la solution de SQL Server. Donc le TL 2SIS, 2SAS pour l'analyse et de même pour le reporting. Donc juste un petit rappel sur c'est quoi SQL Server. Donc
Microsoft SQL Server est un système de gestion de bases de données relationnelles. Son moteur de base de données permet le stockage, la manipulation et l'analyse de données. En plus, grâce au langage Transact SQL TSQL, il est possible d'utiliser les fonctions de la programmation procédurale sur le moteur de base de données. Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server propose des outils très puissants pour l'informatique décisionnelle, le BI. C'est un système de gestion qui est complet et qui possède pour chacune des étapes du BI un outil indépendant. Ainsi, pour le processus ETL, il y a le 2SIS pour SQL Server Integration Services. Pour l'analyse, il y a l'outil 2SAS pour SQL Server Analysis Services. Et pour la génération des rapports, ou bien le reporting, il y a l'outil 2SRS pour SQL Server Reporting Services. Server Integration Services joue le rôle d'un ETL. Il permet d'intégrer les données provenant de différentes sources de données pour les ranger dans un entrepôt de données. Pour le cas de l'analyse avec 2SAS pour SQL Server Analysis Services, il permet d'analyser les données agrégées dans le Data Warehouse grâce à des fonctions d'analyse multidimensionnelles. La dernière partie qui est dédiée pour le reporting avec 2SRS, elle permet de gérer, de créer, de gérer, de publier les rapports résultant des analyses réalisées avec le 2SAS. Pour la mise en place de l'ETL 2SIS, il est nécessaire d'installer les outils nécessaires, à savoir le moteur de base de données SQL Server et le Microsoft SQL Server Management pour la gestion des bases de données, c'est-à-dire c'est l'outil qu'on va utiliser pour gérer notre base de données, créer une base, visualiser les modifications réalisées par l'ETL, ainsi de suite. L'environnement de développement Microsoft Visual Studio et les packages SQL Server Integration Services Project. Le moteur de base de données sert comme système de gestion de base de données pour notre entrepôt de données. SQL Server est proposé bien sous plusieurs versions. On a les SQL Server Developer, SQL Server Express, SQL Server on Azure et SQL Server at the Edge. Et bien sûr, la dernière version qui est SQL Server On-Premise. Pour notre atelier, nous avons besoin de télécharger et d'installer le SQL Server Developer, qui est une édition gratuite, complète, dont la licence permet l'utilisation comme base de données de développement et de test dans un environnement de non-production, c'est-à-dire, par exemple, dans notre cadre, un environnement pédagogique. Donc, pour télécharger et installer SQL Server, il suffit de scanner le QR code. Après téléchargement, lancer l'installation. Il est possible de choisir le type d'installation de base qui est le type par défaut, ou bien de choisir le type d'installation personnalisé et cocher la case pour installer le moteur de recherche SQL Server. Donc là, je suppose que vous êtes à l'aise avec les installations. Ce sont des installations assistées. Donc après téléchargement, lancer l'installation. Comme je viens de dire, il est possible de choisir le type d'installation de base, qui est le type par défaut, ou bien choisir le type d'installation personnalisé. Bien sûr, il faut cocher la case pour installer le moteur de base de données. Donc, continuer l'installation jusqu'à la fin. Le dernier écran d'installation présente les informations d'installation ainsi que les informations de l'instance créée, SQL Server, à savoir la chaîne de connexion qui sert comme identifiant de connexion à cette instance. Aussi, sur cet écran, il y a un bouton pour installer le 2SMS, c'est-à-dire le SQL Server Management Studio, qui est un outil très important pour pouvoir gérer les bases de données SQL Server. Donc, c'est un outil qui est indépendant
qui n'a pas de lien avec notre hôtel, mais plutôt pour gérer la base de données. Donc, cet outil sera utilisé dans cet atelier pour vérifier que les données ont été bien chargées après exécution de l'hôtel de SIS. Cliquez sur le bouton Installer 2SMS pour ouvrir la page web pour le téléchargement de cet outil. Sinon, vous pouvez télécharger le Management Studio de Microsoft SQL Server en scannant tout simplement le QR code. Après téléchargement, lancez l'installation et continuez jusqu'à la fin. Pour pouvoir développer des projets de SIS, il est nécessaire d'installer un environnement de développement IDE. Pour notre atelier, nous avons choisi d'utiliser la solution Microsoft Visual Studio 2022. L'IDE Visual Studio est proposé sous trois versions. On a Visual Studio Communauté, c'est un IDE gratuit pour les étudiants, les contributeurs open source et les développeurs indépendants. Il y a la deuxième version qui est Visual Studio Professionnel, c'est pas communauté mais professionnel. C'est un IDE adapté aux développeurs indépendants et aux petites équipes. La dernière version qui est Visual Studio Enterprise, c'est une solution de bout en bout escalable pour les équipes de toute taille. Pour notre atelier, nous allons travailler avec le Visual Studio Communauté. Pour le télécharger, cliquez sur le lien ou bien scannez le QR code. Après téléchargement, lancez l'installation et cochez, bien sûr, Développement net desktop afin d'installer les composantes nécessaires au développement d'applications desktop. Parce qu'on va développer notre package ou bien notre projet 2SIS dans une application de desktop. Il existe plusieurs façons pour installer le 2SIS. La première consiste à utiliser l'installation de SQL Server pour ajouter la fonctionnalité Integration Services ou bien utiliser l'outil SQL Server Data Tools, le 2SDT, qui permet d'intégrer à Visual Studio des packages Integration Services, des modèles de données Analysis Services et des rapports Reporting Services. Donc, soit en ajoutant les fonctionnalités SQL Server Data Tools ou bien en téléchargeant et installant les modèles SQL Server Integration Services Project. Donc, je vous invite à scanner le QR code pour se rendre sur la page de téléchargement. Donc, l'ETL a pour objectif d'intégrer les données à partir de différentes sources de données dans un entrepôt de données, bien Data Warehouse. Ainsi, on peut, avec 2SIS, extraire des données provenant de différentes sources, par exemple Excel, MySQL, des fichiers plats, des ERP, ainsi de suite. Ces données seront insérées dans un système de gestion de base de données cible qui va héberger ou bien contenir notre data warehouse. Normalement, un ETL n'est utilisé qu'après avoir défini la structure du data warehouse, c'est-à-dire on doit faire la conception pour connaître, bien pour savoir le schéma qui sera utilisé dans notre data warehouse et après on va utiliser notre ETL pour extraire les données à partir de plusieurs sources et les mettre dans les tables de dimensions et bien sûr remplir la table de fait comme on a déjà vu dans la partie conception et modélisation d'un entrepôt de données. Donc je vous invite à revoir cette partie ou bien à voir cette partie si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder. Donc en scannant bien sûr le QR code pour la partie conception d'un entrepôt de données Data Warehouse. Donc, dans un premier exemple, on va essayer de créer un projet permettant l'extraction des données à partir d'un fichier plat vers une base de données SQL Server. Donc, un fichier plat, c'est un fichier texte
qui contient des données avec utilisant des limiteurs. En général, on utilise le point virgule. Donc, l'environnement de travail dans un projet de SIS est appelé un package. Ainsi, le package contient tous les scénarios de l'extraction, transformation et chargement. On peut créer autant de packages que nécessaire pour plusieurs tâches de tel. Donc, une fois le projet créé, dans l'explorateur de solutions, un package TTS X est créé. Par défaut, on peut créer autant de packages que nécessaire. Le package est l'équivalent d'un travail ETL. Le package est composé de quatre parties sous forme d'onglets. Donc, j'ai sauté les étapes de création d'un package parce que ce sont des étapes préliminaires que vous connaissez tous, mais tout de même, je vais les répéter. Donc, pour créer un package, pour faire un traitement hôtel, bien sûr, j'ai dit qu'on va travailler avec le Visual Studio 2022, donc il faut le lancer. Il faut sélectionner le type de projet Business Intelligence Project. Dans les modèles, sélectionnez Integration Services Project. Entrez le nom du projet, l'emplacement et cliquez OK pour créer le projet de SIS. Donc là, vous pouvez travailler avec, c'est pas obligatoirement 2022, c'est pas obligatoirement 2020, 2018, 2008. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle version de Visual Studio. Si vous changez la version, il faut juste s'adapter pour la création. L'essentiel, c'est avec 2022, bien avec les versions à partir de 2019, il suffit de chercher, par exemple, le mot-clé Integration et vous allez trouver votre modèle de projet qui est de type Integration Services Project. Donc voilà l'interface. Le premier onglet est l'onglet Control Flow, flux de contrôle, qui est la partie orientée contrôle du package. Cet onglet contient les différentes tâches du package qu'on peut ordonner, bien sûr. Cette partie est orientée contrôle. Elle contient les différentes tâches du package qu'on peut exécuter. Par exemple, faire une troncature d'une table avant de la remplir. Donc, on va faire cette manipulation par la suite. Parmi les tâches de contrôle, on trouve tâches de flux de données, Dataflow Task. Cette tâche encapsule le moteur de Dataflow permettant l'extraction des données à partir d'une source de données vers une source destination. On a la tâche de scripts, bien script task, qui permet de créer des fonctions C# ou VB.NET, sachant que les langages de développement ou bien de programmation pour la suite Visual Studio orienté desktop sont le C# ou bien le VB.NET. Il y a aussi le F# qui n'est pas intégré ici. Il y a aussi la tâche d'exécution de requêtes SQL qui permettent d'exécuter des instructions SQL. Par exemple, la tâche de la troncature, donc on va exécuter l'instruction truncate table et le nom de la table. On trouve aussi les tâches de maintenance. Il y a par exemple la tâche vérifier l'intégrité de la base de données. Cette tâche permet la vérification de l'intégrité de la base de données, c'est-à-dire la partie page de données et page d'index au niveau de la base de données. Il y a aussi la tâche de nettoyage de l'historique qui supprime des entrées dans les tables d'historique suivantes de la base de données SQL Server. Il est possible de regrouper certaines tâches entre elles dans ce qu'on appelle un conteneur. Il existe ainsi des conteneurs répétitifs qui permettent de créer une boucle qui s'exécutera ou bien qui exécutera leur tâche un nombre de fois. Donc on a trois types de tâches de boucle. For loop container,
ou bien un conteneur de boucle for. La boucle for ici est similaire à la structure de la boucle for des langages de programmation. Par exemple, charger un sous-ensemble de fichiers ou un autre. C'est-à-dire, on va créer une tâche pour charger les données à partir d'un fichier. On va la mettre dans un conteneur de boucle for et on va configurer de telle façon à ce que cette tâche sera exécutée pour l'ensemble des fichiers qui sont dans un dossier. On a le conteneur de boucle for each, ou bien for each loop container. C'est le même principe que le for each des langages de programmation. Dans un package, le bouclage repose sur l'utilisation d'un énumérateur for each. Le conteneur de boucle for each répète le flux de contrôle pour chaque membre d'un énumérateur spécifique. On a le conteneur de séquence ou bien sequence container. Les conteneurs de séquence regroupent le package en plusieurs flux de contrôle distincts contenant chacun un ou plusieurs conteneurs et tâches exécutées dans le flux de contrôle global du package. Le deuxième onglet d'un projet de SIS, c'est l'onglet Data Flow ou bien flux de données. Comme pour le contrôle Flow, mais il est dédié aux données. On peut retrouver dans le Data Flow les étapes de lecture, de modification et d'écriture de données. Donc, Control Flow, c'est orienté contrôle, et onglet Data Flow, c'est orienté data. Cet onglet contient trois types de contrôle. On a flux de données source, flux de données destination et transformation de flux de données. Donc, pour le flux de données source, Data Flow Sources, il regroupe différents types de flux de données sources. On y trouve des sources de données de type Excel, fichier plat, des OLEDB, fichier XML, Adobe.NET ou bien d'autres. Le flux de données destination, ou bien Data Flow Destination, regroupe différents types de flux de données de destination, parce que dans le tel, on a les sources et une destination. Transformation de flux de données, Data Flow Transformation, regroupe différents types de transformations. Par exemple, faire appel à des fonctions d'agrégation, faire une conversion de données, faire un merging, copier des colonnes, ainsi de suite. Donc, on va voir quelques exemples. Le troisième onglet est l'onglet Event Handler, ou bien gestionnaire d'événements. Cet onglet permet de gérer les événements qui peuvent survenir dans les différents composants qui constituent un package de ZCS, et ainsi effectuer des actions en fonction de leur nature. Par exemple, on peut programmer les tâches lors d'un événement en error, et qui définit les opérations à effectuer en cas d'erreur d'exécution. Donc, on va voir cette partie, c'est-à-dire l'implémentation ou bien l'utilisation de cet onglet qui est onglet Event Handlers dans la deuxième partie de l'ETL de SIS. Le quatrième onglet est l'onglet Package Explorer, ou bien l'explorateur de package, qui décrit sous forme d'arborescence tous les éléments constituant le package et qui permet d'accéder en quelques clics à tous les éléments du package et à leurs propriétés. Donc là, après une présentation de l'environnement de travail, avec bien sûr les étapes de téléchargement et les liens utilisant le QR code pour l'installation de tous les outils nécessaires à notre projet, on va passer par ou bien vers une première implémentation et qui concerne, c'est-à-dire l'implémentation d'un projet ou bien la création d'un projet permettant l'extraction des données à partir d'un fichier plat vers une base de données. La base de données sera hébergée dans un serveur de gestion de données SQL Server version 2022. Donc, comme je l'ai déjà signalé,
l'idée pour développer des applications de SIS et Visual Studio 2022. Alors, pour créer un nouveau projet ou package de SIS, lancez Visual Studio 2022. Cliquez sur Créer un projet et sélectionnez un modèle de type Integration Services Project. Vous pouvez c'est-à-dire chercher pour localiser ce modèle de projet, utilisez la zone de recherche et tapez Integration par exemple ou bien Integration Services Project. Donc une fois le modèle est localisé, cliquez suivant, entrez les informations du projet, le nom et l'emplacement du projet. Donc après création du projet, le package de type DTSX pour Data Transformation Services Execution est créé par défaut. Ce package va contenir les traitements ou les tâches à exécuter de notre ETL. Il est possible de créer autant de packages que nécessaire, bien sûr. Donc là, on a l'interface de SIS après création d'un nouveau projet. Donc on a, comme je l'ai déjà présenté, les quatre onglets, à savoir Control Flow, Data Flow, ainsi de suite. On a l'explorateur de solutions à droite. On a la fenêtre propriété pour les contrôles. Et on a à gauche la boîte à outils où on peut localiser les tâches pour chaque contrôle. Donc l'ETL est une technique dont l'objectif est d'extraire et transformer des données de différentes sources de données pour les charger dans un autre source, bien dans une autre source de données. Ceci doit passer par des connexions source de données source et vers la source de données de destination. Donc pour un premier projet, nous allons procéder à l'extraction des données à partir d'un fichier plat et de les stocker dans une base de données SQL Server. Pour pouvoir réaliser les tâches de l'ETL entre la source de données source qui est le type fichier plat et la base de données de destination qui est SQL Server de type OLEDB, il faut créer une connexion pour chaque. Pour ajouter une connexion vers le fichier de données source qui est le fichier plat, dans l'onglet Control Flow et dans la partie Connexion Manager en bas, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez le type de connexion. Sélectionnez une connexion de type New Flat File Connection. Donc, juste à titre indicatif, je vais refaire les mêmes étapes sous Visual Studio après la fin de cette présentation. Donc, à la fin, je vais refaire les mêmes étapes, mais cette fois sur l'outil ou bien l'IDE Visual Studio 2022. Donc, il faut renseigner les informations du fichier, sélectionner les fichiers en cliquant sur Parcourir pour localiser le fichier source ou bien le fichier plat source contenant nos données. Donc, voilà en bas l'exemple de fichier source que j'ai utilisé. Donc, c'est un fichier plat utilisant le délimiteur point virgule et bien sûr la première ligne, elle contient l'input. Il est possible de renseigner les paramètres du fichier, le format et surtout le délimiteur ou bien le séparateur. Puisqu'on parle d'un fichier plat et que les données sont séparées par un séparateur, généralement c'est le point virgule. Ce n'est pas toujours le cas, mais il faut vérifier au niveau de fichier plat source. Dans la zone de configuration, la zone à gauche, cliquez sur Columns pour préciser le séparateur de ligne ainsi que le caractère délimiteur dans le fichier source. Donc, si vous avez choisi les bonnes informations, vous allez voir les données affichées correctement dans la partie aperçue avec le nombre de lignes extraites. Sinon, il faut adapter les paramètres, c'est-à-dire le délimiteur de ligne et le délimiteur de données. Il est possible de modifier les informations des colonnes, par exemple le nom de la colonne, la largeur de la colonne,
Aussi, il est possible d'ajouter de nouvelles colonnes ou de supprimer d'anciennes colonnes. Donc, pour le faire, cliquez sur Avancer dans la zone de configuration. Cliquez OK pour valider et ajouter la connexion au projet. Le contrôle de gestion de la connexion vers le fichier plat est alors ajouté dans l'onglet Connection Managers. Après avoir ajouté une connexion vers notre fichier source, qui est le fichier plat, maintenant il faut ajouter une connexion vers la base de données destinataire, qui est pour notre premier projet une base de données dans SQL Server. Donc on va reproduire les mêmes étapes, c'est-à-dire sélectionner l'onglet Control Flow. Dans la partie Connection Manager en bas, cliquez bouton droit et sélectionnez le type de connexion. Cette fois, notre connexion elle est de type OLE-DB Connection. Donc là, il faut sélectionner une connexion de type New OLE-DB Connection. Cliquez nouveau pour créer une nouvelle connexion. On peut créer une connexion à base des informations de connexion déjà créées. C'est-à-dire si on a déjà créé une connexion vers une base de données de destination, on peut l'utiliser. Sinon, cliquez New pour créer une nouvelle connexion, qui est notre cas, puisqu'on c'est la première fois qu'on va l'utiliser. Sélectionnez le nom du fournisseur pour notre projet. Donc là, on va travailler avec SQL Server. Donc, on va choisir Microsoft ou le DB Provider for SQL Server. Sélectionnez le nom du serveur, c'est-à-dire l'instance. Donc, à noter que si le nom du serveur ne s'affiche pas, il faut juste vérifier que les services de SQL Server sont en cours d'exécution. Bien sûr, on suppose que le moteur de base de données SQL Server est bien installé. Sélectionnez le mode d'authentification pour l'accès au serveur. Il faut utiliser les mêmes que vous avez utilisés lors de l'installation de SQL Server. Sélectionnez votre base de données cible. Si elle n'est pas encore créée, il faut la créer utilisant Microsoft SQL Management Studio. Pour mon cas, j'ai créé une base de données que j'ai appelée test.etl. Cette base de données ne contient aucune table. J'ai créé juste la base de données et c'est tout. Donc, j'ai choisi plutôt cette base de données, c'est-à-dire c'est la base de données qui va contenir mon entrepôt de données. Donc, je valide en cliquant sur OK pour créer une connexion vers la base de données et cliquez OK pour ajouter la connexion au projet. Après avoir configuré les connexions pour l'accès aux différentes sources de données, donc dans notre cas fichier plat vers SQL Server, nous allons passer à la partie de flux de données. Nous allons cette fois travailler dans l'onglet Data Flow qui consiste en des tâches orientées données. Pour rappel, l'objectif de notre première application est d'extraire les données du fichier plat pour les charger dans la base de données créée dans SQL Server. Pour ajouter une tâche de flux de données, il faut procéder comme suit. Donc, cliquez l'onglet Control Flow. Dans la boîte à outils de SIS, développeur, développez les éléments du contrôle de flux, puis cliquez et glissez une tâche de flux de données dans l'espace de conception de l'onglet Control Flow. Cliquez bouton droit sur la tâche, créer et cliquez renommer, tapez Extract from text file. Donc ce nom, c'est un nom que j'ai choisi. Donc ça n'a rien à voir avec la nature du projet. Vous pouvez utiliser n'importe quel. Donc pour la configuration du flux de données, ou bien Data Flow, cliquez cette fois sur l'onglet Data Flow. Maintenant, on va configurer notre source de données. Glissez à partir de la boîte à outils le contrôle. Glissez à partir de la boîte à outils le contrôle dans Autre source, source de fichier plat, c'est-à-dire le contrôle qui s'appelle source de fichier plat qui se trouve dans la rubrique Autre source. Vous pouvez faire une recherche du contrôle dans la boîte à outils en haut. Il faut s'assurer que la tâche du Dataflow Task est notre contrôle ajouté dans l'onglet Control Flow.
Cliquez bouton droit sur le contrôle et cliquez Edit pour modifier, pour lier la source du fichier plat à la connexion du fichier plat que nous avons déjà créé avant. Sélectionnez la connexion Manager. Il est possible de créer une nouvelle connexion en cliquant le bouton New. Cliquez Preview pour voir les données à extraire et pour s'assurer que c'est le bon fichier de connexion. Cliquez OK pour valider. Maintenant, nous allons configurer la destination. Dans la boîte à outils, dans Autre destination, cliquez et glissez le contrôle. Liez les deux sources de données fichier plat et OLEDB en glissant la flèche verte du flux source vers le flux de la destination. Donc, vous allez remarquer certainement que quand vous cliquez sur une tâche, il y a deux flèches, une flèche verte et une flèche rouge. Donc, la flèche verte, c'est la flèche de flux de données et la flèche rouge, c'est la flèche d'erreur en général qu'on peut utiliser pour faire des traitements suite à des erreurs. Cliquez le bouton droit sur le contrôle. Cliquez plutôt bouton droit sur le contrôle et cliquez Edit pour configurer et modifier le contrôle. Dans la zone Name of the table or the view, il est possible de soit d'utiliser une table déjà existante dans la base, c'est-à-dire on suppose que dans la base SQL Server, j'ai créé une table et que je veux lier. Sinon, créer une nouvelle table en cliquant sur le bouton New. Dans ce cas, vous allez voir apparaître un script SQLLDD qui sera affiché avec comme nom de la table le nom du contrôle et les attributs sont les mêmes attributs du flux de données. Donc là, vous avez la possibilité de renommer la table, de renommer les attributs de la table, ou bien les champs de la table. Donc faites comme vous voulez. Pour moi, j'ai laissé par défaut, mais vous pouvez changer le nom de la table ou bien les noms des attributs. Donc j'ai dit que le script SQL pour la création de la table sera affiché. Cliquez par la suite OK. La table sera immédiatement créée dans SQL Server. Vous pouvez vérifier utilisant le SQL Server Management. C'est-à-dire là, une fois que vous cliquez sur OK, vous allez, si vous vous rendez sur le SQL Server Management, vous allez voir que la table est bien et belle créée dans la base de données. Donc là, on va voir le mapping, c'est-à-dire les liens entre les différents attributs de la table, c'est-à-dire la table source et la table destination. Donc, cliquez Mapping dans la partie de configuration à gauche pour vérifier le mapping des colonnes entre le flux en entrée et le flux en sortie. Cliquez OK pour valider. Jusqu'ici, les flux source et destination sont bien configurés pour une extraction des données à partir d'un fichier plat, qui est dans notre cas, vers une source de données OLEDB de type SQL Server. Ce qui reste est tout simplement d'exécuter le package. Cliquez le menu Débugger, démarrer le débogage, ou bien cliquez tout simplement sur le bouton Démarrer en vert. Si tout se passe bien, les tâches seront coloriées en vert, signification de la réussite de l'extraction à partir du fichier plat et du chargement dans le fichier, dans la table dans la base de données SQL Server. Vous pouvez vérifier le chargement des données dans la base SQL Server utilisant le SQL Server Manager. La table est bien créée et effectivement, les données ont été correctement chargées. Cliquez sur le menu Déboguer et pour arrêter le débogage. Donc, il est à noter que
pour chaque exécution du package créé qu'on vient de créer, c'est-à-dire exécution des tâches d'extraction et chargement dans la table de la base de données SQL Server, les données extraites du fichier plan seront ajoutées, c'est-à-dire seront ajoutées aux données qui existent déjà dans la table de destination. Si on exécute le même package deux fois, on va retrouver les données qui sont dupliquées. C'est-à-dire la première exécution va charger les données dans la table de la base de données SQL Server, la deuxième va charger encore. Donc, logiquement, il serait bien de vider la table avant l'extraction. Aussi, il serait bien d'afficher un message relatif au début de l'extraction. C'est-à-dire, une fois je lance l'exécution, un message va apparaître pour dire le début et la table sera vidée et par la suite, les étapes de l'ETL seront exécutées. Donc l'objectif est d'ajouter une requête SQL pour vider la table avant l'extraction et avant le chargement. Donc l'instruction SQL LDD a utilisé c'est truncate table, le nom de la table, dans la base SQL Server avant de procéder au chargement des données. Donc pour cette partie, on va travailler dans l'onglet Control Flow. Dans le menu à gauche, cliquez Général. Il faut lier le script SQL à la connexion LDB serveur. Alors, affecter à la propriété connection la connexion LDB vers la base SQL Server parce que dans ce script sera exécuté au niveau de la base de données SQL Server. C'est-à-dire, on va vider la table de la base de données SQL Server. Écrire la requête SQL truncate table, le nom de la table, comme valeur de la propriété SQL statement. Bien sûr, il faut remplacer table name avec le nom de votre table. Lier la tâche d'exécution de requête SQL à la tâche de flux de données, extract from text file, de telle sorte à ce que la requête SQL sera exécutée avant la tâche du flux de données. Valider en cliquant OK. Exécuter le package et vérifier que les données dans la table sont bien remplies et qu'il n'y a pas de doublon. C'est-à-dire que la table a été vidée effectivement et chargée utilisant notre ETL. On peut même apporter d'autres modifications sur la tâche. Par exemple, afficher un message box pour annoncer le début du processus de l'ETL. Dans ce cas, nous allons ajouter un script C# qui va afficher notre message box. Logiquement, on doit mettre notre script au, au début. Toujours, on va travailler dans l'onglet Control Flow. Donc, dans cet onglet, glisser un élément de type tâche de script. Donc, glisser un élément tâche de script, cliquez bouton droit et cliquez Edit. Sélectionnez le langage du script. Pour notre cas, le langage choisi est le langage C#. Bien sûr, il est possible de choisir le VB.NET si vous êtes familier avec ce langage. Cliquez le bouton Modifier le script pour écrire le code C#. Une nouvelle fenêtre de Visual Studio Script sera affichée. Dans la fonction main, qui est la fonction principale, comme c'est le cas de C, C++ ou Java, tapez le code C# suivant, c'est-à-dire messagebooks.show, mon premier programme ETL de SIS. Vous pouvez bien sûr modifier le code si vous êtes familier avec le langage C#. Moi, j'ai essayé d'utiliser l'écriture la plus simple possible. Si vous voulez apprendre le langage C# et le framework.NET, il y a des cours dédiés sur ma chaîne YouTube en scannant le code QR présenté ici. Donc par la suite, lier la tâche aux autres éléments de telle sorte à ce qu'elle soit la première à être exécutée et exécuter le package. Donc après exécution, vous allez voir afficher le message box, programmé ou bien écrit sous C#. Cliquez OK pour continuer l'exécution de la tâche.
Une des possibilités offertes par 2SIS est de pouvoir dériver des colonnes sources et de leur appliquer des fonctions d'agrégation SQL. Ainsi, il est possible, par exemple, de n'afficher que le jour d'une date, ou bien, dans notre exemple, mettre en majuscule les noms des employés ou autres. Donc, il y a toutes les possibilités de fonctions d'agrégation que propose SQL. Dans cette partie, nous allons travailler sur les données, c'est-à-dire on va utiliser l'onglet Dataflow. Donc, glisser le contrôle colonne dérivé, il faut le placer entre le flux source et le flux de destination de telle façon à modifier le contenu d'une colonne de la base source avant l'insertion dans la base de destination. Donc, c'est-à-dire on va charger les données à partir du fichier plat, on va apporter des modifications, dans notre cas, mettre à jour les noms des employés, et après, on va charger les données dans la base de données SQL Server. Donc, double-cliquez sur la colonne dérivée pour ouvrir la boîte de configuration. Dans la zone en bas, sélectionnez donc Derived Column Replace Non. Donc, vous allez trouver Replace pour tous les champs. Donc là, pour notre cas, on veut remplacer ou bien modifier le contenu de l'attribut ou bien du champ non. Dans la zone des fonctions, en haut à droite, sélectionnez et glissez la fonction upper. Upper, c'est la fonction pour la mise en majuscule. Donc cette fonction upper se trouve dans les fonctions de chaîne, dans la zone, donc il faut glisser cette fonction dans la zone expression, bien expression. Modifier l'expression à upper entre parenthèses non, c'est-à-dire mettre le nom ou bien le contenu de l'attribut nom en majuscule. Cliquez OK pour valider. Il faut faire attention à ce que les champs résultants après application de Derived Column coïncident avec les champs de OLE-DB Destination, c'est-à-dire les types, le format, ainsi de suite. Donc il faut bien s'assurer de ces choses-là. Donc exécutez le package et vérifiez que les noms insérés dans la base de données SQL Server sont bel et bien plutôt en majuscule utilisant le SQL Server Manager, bien management. Donc, pour cette première partie, qui concerne une initiation à l'utilisation de 2SIS où on a pu créer un projet, on a pu extraire les données d'un fichier plat, les mettre directement, les charger directement dans une base, dans une table d'une base de données SQL Server. On a pu ajouter quelques tâches, à savoir afficher un message box, modifier ou bien mettre en majuscule les noms des employés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un projet de SIS permettant d'extraire les données cette fois à partir d'un fichier Excel. Donc, voilà en bas une feuille du fichier Excel. Donc, la feuille s'appelle produit et voilà son contenu. Donc, on a l'idée, le nom et les prix des produits. On va, vous allez reproduire la même chose, bien refaire la même chose, c'est-à-dire que les noms des produits doivent être en majuscule. Donc, il faut envoyer par email le projet dans un dossier compressé. Le dossier compressé, bien sûr, doit porter votre nom et prénom. Donc, on va passer à la partie pratique. J'ai lancé le Visual Studio 2022. Je vais choisir un nouveau projet. Donc, comme j'ai dit, normalement, je vais les projets. Je peux chercher sur, c'est-à-dire les différents projets ou bien modèles. Sinon, je fais juste Integration Service Project ou bien Integration Services. Ce que je vais choisir mon projet. Je vais taper suivant.
Je vais taper un nom, par exemple, mon projet, 2S, 2SIS1, et je peux changer l'emplacement, bien sûr. Je vais taper créer. Alors, j'attends le chargement du projet. Donc, le voilà. Donc, comme j'ai dit sur la présentation, on a trois onglets. On a l'onglet Control Flow, on a l'onglet Data Flow, on a l'onglet Event Handler et Package Explorer. Donc, l'onglet Control Flow est orienté contrôle de notre projet. L'onglet Data Flow est orienté données. Et bien sûr, l'onglet Event Handler, c'est pour la gestion des événements. Et l'onglet Package Explorer pour explorer les différents éléments de notre projet. Donc, l'objectif de notre TP, c'est de extraire les données à partir d'un fichier plat pour les charger dans un fichier SQL Server. Donc, ce qu'on va faire, c'est configurer ou bien ajouter les éléments de notre projet de telle façon à faire ce travail. Donc, on va se mettre dans l'onglet Control Flow. Donc, Control Flow, on va dans la partie Connection Manager, on va cliquer bouton droit, voilà la souris, contrôle bouton droit, on a les différents types de connexions à créer. Donc, New LDB Connection, New Flat File Connection, ainsi de suite, Ado.NET. Il y a ce type de connexion. Donc là, dans notre cas, on veut extraire les données à partir d'un fichier. Donc, on va créer deux types de connexions. La première connexion, c'est le New Flat File Connection. Et deuxième, c'est la destination, c'est New OLE. On va commencer par New Flat Connection, File Connection plutôt. D'accord, là, donc, dans cette fenêtre, on va configurer l'accès à notre fichier. Donc là, il faut localiser le fichier. Je vais cliquer sur Parcourir. Voilà mon fichier. Donc, c'est un fichier texte comme je l'ai déjà signalé dans la présentation, qui contient les informations des employés. La première ligne il contient les en-têtes et le reste contient les données. Les données sont séparées par le séparateur point virgule. Donc, je vais cliquer OK. Donc, il y a les informations sur le délimitateur. Je vais aller vers la partie colonne. Donc, par exemple, donc le séparateur de colonne, c'est point virgule, c'est bien. Donc, je peux changer pour voir est-ce que vraiment c'est le bon. Donc, c'est le point virgule. Donc, voilà mes données qui sont chargées. C'est pas chargé, c'est-à-dire qu'ils sont bien configurés, c'est l'aperçu. D'accord? Donc, on peut apporter des modifications, on peut faire ce qu'on veut dans la partie avancée, c'est-à-dire modifier les informations de chaque colonne. Je peux modifier le nom, je peux modifier les informations de la taille, ainsi de suite. Bon, pour ce premier atelier ou bien ce premier TP, je vais me contenter de laisser les données telles qu'elles sont plutôt. Donc, je vais valider avec OK.
Donc là, j'ai créé ma première connexion vers un fichier, le fichier de source de données de source. Je vais créer une nouvelle connexion vers le fichier ou bien la base de données destination qui est de type SQL Server, donc c'est New OLEDB Connection. Je vais créer nouveau. Donc là, j'ai déjà créé auparavant donc une connexion. Ce que je vais faire, c'est supprimer pour commencer à nouveau. C'est l'écran ou bien c'est l'interface que vous allez voir pour votre cas si vous n'avez jamais créé de connexion. Donc je vais cliquer nouveau. Donc, automatiquement, il y a un message qui me dit que les informations qui sont par défaut ne sont pas les mêmes. Je vais les modifier, comme j'ai déjà dit dans la présentation. Je vais choisir comme fournisseur Microsoft ou le DB Provider for SQL Server. Donc, je dois sélectionner Server Name. Donc, à chaque fois, si c'est, ouais, parce que, comme je l'ai déjà dit dans la présentation, il faut s'assurer à ce que les services relatifs à SQL Server sont, sont en cours d'exécution, sinon il faut les lancer. Donc voilà le nom de l'instance. J'ai déjà créé la base de données qui va héberger mon ETL, plutôt mon entrepôt de données que j'ai nommé test ETL. Cette base ne contient pas de table. J'ai créé juste la base et je vais valider. Donc jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé les connexions j'ai créé le Connection Manager vers le fichier ou bien la source de données source qui est un fichier plat et vers mon fichier ou bien système de gestion de base de données qui est ou bien la base de données de destination. Ce que je dois faire maintenant, c'est ajouter une tâche de flux de données à mon projet. Donc toujours dans l'onglet Control Flow, je dois chercher une tâche de flux de données dans l'espace de conception et je vais la glisser dans, donc voilà, tâche de flux de données et je vais la glisser. Donc là voilà, j'ai dit dans l'atelier renommer, qu'on va renommer cette tâche. Donc soit bouton droit et renommer. Sinon, je vais utiliser la fenêtre de propriété ici, comme je l'ai déjà signalé, pour euh, écrire, donc renommer vers extract. Je vais essayer de suivre euh, l'atelier, comme c'est donc. Donc j'ai dit que ce nom n'a rien à voir avec le fonctionnement de mon projet. C'est juste pour identifier cette tâche. D'accord? Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois configurer la source et la destination. Donc cette fois, pour on a terminé avec la configuration du contrôle flow, on va partir vers l'onglet Data. Donc, pour configurer la source, je vais glisser à partir de la boîte à outils le contrôle source de fichier plat. Donc, je vais le localiser. Il est dans la partie autre source. Je vais réduire. Donc, autre source, voilà. C'est plutôt ces sources de fichiers là que je vais glisser dans mon espace data flow. Par la suite, donc toujours côté configuration, je vais cliquer bouton droit et éditer. Donc, je dois pour l'instant, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je vais configurer à ce que
ce fichier ou bien cette tâche, cette source de fichier plat soit liée avec mon connexion manager que j'ai déjà créé. Donc, je vais sélectionner la connexion que j'ai déjà sélectionnée. Sinon, je peux créer même à partir de ce formulaire ou bien de cette interface, créer une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle gestion de connexion. Mais déjà, on l'a déjà créé. Donc, ce qu'on va faire, on va la lier et je vais cliquer Preview pour voir est-ce que vraiment elle fait référence à cette source de connexion vers le fichier. C'est le cas. Donc, je vais taper OK pour valider. Par la suite, on va configurer la destination. Donc, fichier source plat vers une destination de type OLEDB, c'est-à-dire un fichier de type SQL Server. Donc, dans la partie autre destination, voilà destination OLEDB que je vais glisser. La voilà. Je vais refaire la même chose, c'est-à-dire configurer mes tâches. Donc, tout d'abord, pour éviter ou bien pour donner l'information de la table de source ou bien les données sources qui seront utilisées à mon fichier de destination, je vais lier les deux sources, c'est-à-dire fichier plat vers. Donc, comme je l'ai déjà dit, on a deux sorties. On a une flèche verte, c'est pour le flux de données, une flèche rouge pour le flux d'erreurs. Donc, je vais lier le fichier source, c'est-à-dire fichier plat, vers la destination et le DB. De cette façon, c'est comme si je fais pas ce lien et j'essaie de configurer mon fichier de destination ou le DB, il n'aura aucune information sur le type de données qui lui seront transmises. Donc là, une fois j'ai lié, automatiquement, il va identifier, ça va m'aider énormément. Donc je vais cliquer bouton droit et éditer. Donc ici, dans Data Access Mode, on a plusieurs configurations. Soit on va récupérer ou bien utiliser des tables ou bien des vues ou bien des variables, ainsi de suite. Donc je laisse par défaut. Donc pour le nom de la table ou bien la vue côté destination, donc j'ai le choix soit d'utiliser une table déjà existante. Donc automatiquement, vous remarquez bien que il n'y a pas de table parce que la table, elle est vide. La base de données, plutôt, elle est vide. Si j'avais une table déjà créée dans la base de données, je l'aurais ici. Puisque j'ai pas de table dans la base de données, il n'a pas identifié aucune table. Ce que je peux faire, c'est cliquer New et automatiquement, ce qu'il va faire, c'est de créer une table pour moi, c'est-à-dire qui va être utilisée pour ce transfert. Dans la présentation, j'ai laissé le nom de la table vide. Cette fois, je vais renommer. Par exemple, je sais pas, je vais nommer dim employé. Donc, dim employé pour la dimension employé, même si on n'a pas fait c'est-à-dire de la conception. Pour les noms des champs, je peux les modifier, je peux faire ce que je veux. Dans la partie mapping ici, je peux relier, c'est-à-dire si j'ai modifié le nom, sinon il va le faire pour moi. Donc, je vais valider. Je vais dans la partie mapping pour voir est-ce que le mapping est correctement réalisé, c'est-à-dire source, destination et les champs sont correctement mappés. Donc, je vais valider. Donc, automatiquement, vous allez voir que on peut modifier les champs, on peut modifier la table et bien sûr, on peut faire le mapping comme on veut. On peut même supprimer c'est-à-dire des champs de mapping, c'est-à-dire dire que on veut juste faire le mapping entre deux attributs et non l'ensemble. Donc là, j'ai terminé ma première, c'est-à-dire configuration. C'est-à-dire là, je peux facilement
C'est-à-dire je peux faire ou bien lancer la tâche de l'hôtel en exécutant, ou bien en cliquant sur démarrer, ou bien comme c'est noté dans le support, le menu débugger et exécuter le débugage ou bien son débugage. Donc je vais cliquer sur démarrer. Donc voilà la fenêtre d'exécution et il n'y a pas d'erreur. Donc le tout est en vert, ça signifie que il n'y a pas d'erreur. Je peux vérifier au niveau de mon IDE ou bien mon application de gestion Microsoft Server, SQL Server Manager, Management Studio. Je vais juste actualiser. Je vais vérifier est-ce que la table est créée. La voilà. Donc, je me suis trompé dans le nom d'employé. J'ai utilisé j'ai oublié le ER. Ça tombe bien. Et je vais voir est-ce que les données ont été correctement chargées. Les voilà. Donc, à partir du fichier source vers fichier destination. Donc, je vais arrêter le débugage. Donc, remarquez bien que, comme je l'ai dit dans la présentation, si j'exécute encore une fois la tâche de l'hôtel, les données seront chargées une autre fois. Donc, je vais exécuter le script pour la sélection et vous allez voir que les données sont dupliquées, c'est-à-dire que jusqu'ici, c'est la première exécution de l'hôtel, la deuxième exécution de l'hôtel, chose qui n'est pas très logique. Ce qu'il faut faire, c'est de vider la table avant le chargement. C'est ce qu'on va faire par la suite. C'est-à-dire, on va ajouter une tâche qui permet de vider tout simplement la table avant l'exécution du chargement de la table. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre dans l'onglet Control Flow. On va glisser l'élément tâche d'exécution des requêtes SQL. Voilà. Tâche d'exécution des requêtes SQL, c'est dans les tâches de favoris. Je vais la glisser au niveau de l'onglet Control Flow, bouton droit, Edit. Donc, en général, je dois choisir le type de connexion. Donc, automatiquement, je veux tronquer ou bien, c'est ça, je veux vider la table de la base de données OLEDB dans la base de données test ETL que j'ai déjà créée. Et bien sûr, je vais taper l'instruction qui est truncate table et le nom de ma table. Donc, il ne faut pas se tromper dans le... Donc, je vais écrire dans SQL statement. Donc, c'est truncate table. Donc, il faut s'assurer du nom de la table. Donc, c'est 10 et je vais coller. Donc, truncate, ça va vider et réinitialiser les index. Donc, je vais taper OK. Par la suite, une fois on a écrit l'instruction de troncature, on doit lier notre tâche vers notre flux, notre contrôle de flux. Donc, de telle façon à ce que normalement, la troncature doit être avant, avant la suppression de mon
avant l'exécution de notre ETL. Donc, on va valider et on va exécuter le package pour voir est-ce que vraiment l'exécution est effectuée avec succès. On va attendre, c'est bon, il n'y a pas d'erreur, je vais juste exécuter l'instruction. Donc, remarquez bien que les données sont créées, mais juste après la troncature de la table, c'est-à-dire la suppression du contenu de la table. Par la suite, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter un petit script C# pour afficher un message au début du travail, c'est-à-dire au début du lancement de notre ETL, ou bien l'exécution de notre ETL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter l'exécution, toujours dans Control Flow. On va ajouter une tâche de script. Voilà. On va la mettre au début. C'est-à-dire que je peux la mettre ici, je peux la mettre où est-ce que je veux. D'accord? Bouton droit, Edit. Donc voilà, je peux choisir le langage à utiliser. J'ai le choix entre Visual Basic et Visual C#. Je vais cliquer sur Modifier le script pour afficher une fenêtre de Visual Studio qui va me permettre d'ajouter mon code. Donc là, voilà. Je vais localiser la fonction principale, la fonction main, et je vais écrire mon instruction C#. Donc mon premier programme, je ferme et je valide. Donc je vais juste lier mon script avec le reste et je vais lancer. Donc logiquement, je dois voir apparaître un message box pour m'afficher mon message box. Le voilà. Je valide pour continuer le reste de la tâche. Je vais arrêter l'exécution. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est créer des colonnes dérivées, c'est-à-dire mettre en majuscule, par exemple, le nom des employés. Donc là, cette fois, on va travailler sur les données. C'est pas sur le contrôle, mais sur les données. On va partir vers l'onglet Data Flow. Ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que récupérer les noms des employés du fichier plat, les mettre en majuscule et par la suite les sauvegarder dans le fichier de destination. Le WA, fichier SQL Server. Donc, cette tâche de colonne dérivée, je dois la mettre ici. Donc, voilà, colonne dérivée. Donc, je vais interrompre cette connexion, je vais la supprimer. Je vais mettre colonne dérivée, je vais lier. Donc, colonne dérivée, c'est à l'intermédiaire entre fichier source plat et destination et le DB. Donc, bouton droit Edit. Donc, automatiquement, je vais vers Derived Column pour choisir ce que je veux faire. Je veux remplacer le champ nom et l'expression, c'est à part. Donc, je vais chercher dans fonction de chaîne. Donc, à part, c'est un exemple. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ici, c'est
Le champ, non. Et je valide. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'exécute. Donc toujours, je dois voir apparaître mon message. Le voilà. Je valide. Et le tour est joué. Je vais vérifier au niveau de SQL Server Management Studio. Est-ce que les champs, bien les noms sont en majuscules? C'est le cas ici. Donc on peut faire énormément de choses. On peut apporter des modifications qu'on veut. C'est-à-dire là, il faut juste savoir ou bien identifier le besoin et ce qu'on veut faire. Et le 2SIS est un outil très puissant, très performant, qui me permet de faire euh, vraiment, il est complet dans le traitement des ETL. Donc c'est ainsi que ça se termine cette présentation. Comme je vous ai dit, il faut faire l'exercice, c'est-à-dire créer un projet de SIS, cette fois utilisant comme source de données un fichier Excel. Voilà les informations à utiliser. Et m'envoyer par email le dossier compressé portant le nom et prénom de c'est-à-dire votre nom et votre prénom. J'espère que vous avez bien compris cette partie et que vous pouvez reproduire ce TP. J'attends vos projets et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.